Chapitre 1. L'arrivée. Le brouillard matinal s'élevait lentement de la Loire, enveloppant le château de Saumur dans une brume argentée qui semblait appartenir à un autre siècle. Docteur Élise Moreau appuya son front contre la vitre froide du train, contemplant la silhouette majestueuse de la forteresse médiévale qui se dressait au-dessus de la vallée. Les tours blanches du château perçaient le voile de brume, leur toit d'ardoise scintillant sous les premiers rayons du soleil d'octobre. À 32 ans, Élise avait consacré sa vie à l'étude de l'art et de l'architecture médiévale française. Diplômée de la Sorbonne avec une spécialisation en patrimoine ducal, elle avait passé les dernières années à cataloguer des collections dans des châteaux moins connus de la Loire. Mais Saumur était différent. Saumur était un rêve. Le train ralentit en entrant dans la gare de Saumur. Élise rassembla ses affaires, son ordinateur portable, 3 carnets de notes remplis de recherches préliminaires et une lettre froissée de M. Arnaud Beaumont, conservateur en chef du château. La lettre l'avait atteinte 6 semaines auparavant, à son appartement parisien. « Cher docteur Moreau », commençait-elle, « nous avons un projet qui nécessite quelqu'un possédant votre expertise unique en régalia ducale et documentation médiévale. Le château de Saumur abrite une collection qui n'a pas été correctement cataloguée depuis plus de 150 ans. Nous cherchons à créer un inventaire complet avant d'ouvrir une nouvelle aile au public. Votre réputation vous précède. Seriez-vous disponible pour un contrat de 6 mois ? 6 mois au château de Saumur. 6 mois à explorer les archives d'une des plus importantes résidences des ducs d'Anjou. Comment aurait-elle pu refuser ? Le taxi traversa les rues étroites de la vieille ville, grimpant la pente qui menait au château. Élise observait les maisons de tuffeau blanc, la pierre calcaire caractéristique de la région, leurs façades reflétant la lumière dorée de l'automne. Des vignobles s'étendaient de part et d'autre de la route, leurs feuilles commençant à prendre les teintes rouges et orangées de la saison. « Première visite ?» demanda le chauffeur, un homme aux cheveux gris avec l'accent chantant de l'Anjou. « Oui, je vais travailler au château pendant quelques mois. »« Ah, vous êtes l'historienne que M. Beaumont attendait ? Il en parle depuis des semaines. Le château a beaucoup de secrets, vous savez. Ma grand-mère disait toujours que les pierres de Saumur gardent 1000 histoires. »« J'espère en découvrir quelques-unes, » dit Élise en souriant. Le taxi s'arrêta devant l'entrée principale. Le château se dressait devant elle dans toute sa splendeur gothique flamboyant. Construit au XIVe siècle par Louis Ier d'Anjou, le château avait été transformé dans forteresse austère en résidence ducale élégante. Ses 4 tours octogonales encadraient un corps de logis central, créant une silhouette qui avait inspiré les enlumineurs médiévaux et qui apparaissait dans les célèbres très riches heures du duc de Berry. Arnaud Beaumont l'attendait au sommet des marches. C'était un homme dans la soixantaine, mince, avec des lunettes à monture dorée et une élégance qui semblait naturelle plutôt que cultivée. Il portait un costume gris impeccable sous un pardessus de Loane. « Docteur Moreau », dit-il en descendant à sa rencontre, la main tendue. « Quel plaisir de vous accueillir enfin. Votre voyage s'est bien passé ? » ?»« Très bien, merci. Le château est encore plus impressionnant que sur les photographies. » »« Attendez de voir l'intérieur. » Les yeux de Beaumont pétillaient derrière ses lunettes. « J'ai préparé votre bureau dans l'aile sud, avec un accès direct aux archives ducales. Mais d'abord, permettez-moi de vous offrir un café et de vous présenter le projet dans ses détails. » Il le guida à travers la cour intérieure, puis dans le corps de logis principal. L'intérieur du château était un labyrinthe de couloirs voûtés, d'escaliers en colimaçon et de salles au plafond peintu. Ils passèrent devant la grande salle d'apparat, où des tapisseries du XVe siècle représentaient des scènes de chasse et de tournois. Le bureau de Beaumont occupait une tour circulaire au 3e étage, offrant une vue panoramique sur la Loire et la vallée environnante. Des bibliothèques couvraient les murs courbes, remplis de catalogues, de monographies et de registres anciens. Un service à café en porcelaine attendait sur une table basse près de la fenêtre. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Il versa le café. « J'imagine que vous êtes curieuse de connaître l'étendue exacte de votre mission. » Élise prit la tasse qui lui tendit. « Votre lettre mentionnait une collection non cataloguée depuis 150 ans. C'est inhabituel pour un château de cette importance. » En effet, M. Beaumont s'installa dans le fauteuil en face d'elle.
Laissez-moi vous raconter l'histoire. En 1872, le château a été converti en dépôt d'armes par l'armée française. Une grande partie de la collection ducale a été déplacée à cette époque, dispersée dans différents musées nationaux. Mais certains objets sont restés, stockés dans des réserves qui n'ont jamais été correctement inventoriées après le retour du château au domaine culturel en 1906. Quel type d'objet? C'est là que cela devient intéressant. Beaumont se pencha en avant. Nous avons découvert, il y a environ 1 an, que la collection contient potentiellement des pièces de régalia ducales, sceptres, sceaux, peut-être même des couronnes appartenant au duc d'Anjou. Des objets qui n'apparaissent dans aucun inventaire moderne, mais qui sont mentionnés dans des documents médiévaux fragmentaires. Le cœur d'Élise battit plus fort. La régalia ducale, les symboles du pouvoir et de l'autorité, étaient sa spécialité. Vous avez dit potentiellement. Vous n'avez pas encore confirmé leur existence? Nous avons des caisses, dit Beaumont avec un sourire énigmatique. Des caisses scellées dans les années 1870, entreposées dans une salle voûtée sous la chapelle. Les inventaires de l'époque sont vagues. Objets divers de nature ducale, effets personnels des anciens seigneurs, ce genre de description. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut non seulement cataloguer ce qui se trouve dans ces caisses, mais aussi identifier leur importance historique, établir leur provenance et nous conseiller sur leur conservation et leur présentation. Élise posa sa tasse, son esprit s'emballant déjà. « Quand puis-je commencer ?»« Oh, j'apprécie votre enthousiasme. Que diriez-vous de demain matin? Je vais vous montrer votre bureau maintenant et ensuite nous ferons un tour complet du château. Vous logerez dans l'aile des invités. Nous avons aménagé un appartement confortable pour vous. Ce soir, je vous invite à dîner en ville pour discuter des aspects pratiques de votre séjour. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à explorer le château. Beaumont était un guide exceptionnel, combinant l'érudition historique avec une passion ébillante pour chaque pierre de l'édifice. Il lui montra les appartements ducaux, restaurés dans leur splendeur du XVe siècle, avec leurs cheminées monumentales et leurs fenêtres à meneaux donnant sur la Loire. Louis Ier d'Anjou était un prince cultivé, expliqua Beaumont alors qu'il se tenait dans l'ancienne bibliothèque ducale. Frère du roi Charles V, il a transformé Saumur en un centre culturel. Il collectionnait les manuscrits, patronnait les artistes et les érudits. Son inventaire après décès, en 1384, mentionne plus de 200 manuscrits enluminés. « Qu'est-il arrivé à cette bibliothèque ?» demanda Élise, touchant délicatement les étagères vides qui tapissaient encore les murs. « Dispersés au fil des siècles. Certains volumes sont au Louvre, d'autres à la Bibliothèque nationale. Mais il fit une pause dramatique, nous pensons que certains documents, registres, comptes, peut-être des lettres, sont toujours ici, non catalogués, dans les archives que vous allez explorer. » Le bureau d'Élise se trouvait dans une salle voûtée adjacente à l'ancienne bibliothèque. Une grande table de travail en chêne occupait le centre de la pièce, entourée d'étagères et d'armoires pour le rangement. 2 grandes fenêtres offraient une vue sur les jardins à terrasse et la vallée de la Loire au-delà. Un ordinateur moderne et une lampe d'archiviste contrastaient agréablement avec les murs de pierre médiévaux. « Les archives ducales sont ici, » dit Beaumont en ouvrant une porte renforcée dans le mur du fond. « Climat contrôlé, système de sécurité moderne, nous avons numérisé une partie des documents les plus fragiles, mais la majorité attend votre expertise. » Élise jeta un coup d'œil dans la salle des archives. Des rangées d'étagères métalliques s'étendaient dans la pénombre, chargées de boîtes d'archives, de registres reliés de cuir et de documents roulés. L'odeur caractéristique du vieux papier et du parchemin flottait dans l'air. « C'est magnifique, » murmura Élise. « Je savais que vous diriez cela. » Beaumont sourit. « Venez, je vais vous montrer votre appartement. Vous aurez besoin de vous reposer avant dîner. » L'appartement était charmant. 2 pièces dans une tour ronde, avec une chambre au dernier étage et un salon au niveau inférieur. Les murs de pierre avaient été blanchis à la chaux, les poutres apparentes restaurées. Des meubles anciens mais confortables créaient une atmosphère accueillante. La fenêtre de la chambre donnait directement sur la Loire, où des bateaux de plaisance glissaient lentement sur l'eau scritante. Élise défit ses bagages, rangeant ses vêtements dans l'armoire ancienne, disposant ses livres de référence sur l'étagère près du lit. Elle suspendit sa reproduction préférée d'une enluminure médiévale, une scène tirée des très riches heures, montrant précisément le château de Saumur, au-dessus du bureau. Elle s'allongea sur le lit, contemplant les poutres du Seloc. 6 mois. 6 mois pour explorer les secrets d'un château des plus beaux châteaux de la Loire.
6 mois pour peut-être faire une découverte qui enrichirait la compréhension historique des ducs d'Anjou. Elle ne pouvait pas savoir, alors qu'elle fermait les yeux pour une courte sieste, que dans quelques jours, elle découvrirait quelque chose qui dépasserait ses rêves les plus audacieux. Quelque chose qui avait attendu dans l'obscurité pendant plus de 600 ans. Chapitre 2. Les archives ducales. Le lendemain matin, Élise se réveilla au son des cloches de l'église Saint-Pierre sonnant 7 heures. La lumière dorée de l'automne inondait sa chambre, projetant des motifs géométriques à travers les vitraux des fenêtres. Elle se leva, s'habilla rapidement d'un pantalon confortable et d'un pull, tenue appropriée pour travailler dans les archives poussiéreuses, et descendit à la cafétéria du personnel du château. Beaumont l'y attendait déjà, accompagné d'une jeune femme aux cheveux noirs coupés courts et aux yeux vifs. « Docteur Moreau, » dit Beaumont en se levant, « permettez-moi de vous présenter Marianne Dubois, notre archiviste en chef. Elle sera votre principal point de contact pour tout ce qui concerne les documents et leur manipulation. » Marianne serra chaleureusement la main d'Élise. « Enchantée. J'ai lu votre thèse sur les sceaux ducaux de Bourgogne. Fascinante. » « Merci. » Élise était ravie de rencontrer quelqu'un qui connaissait son travail. « J'ai hâte de voir ce que Saumur a à offrir. »« Oh, vous ne serez pas déçus, » sourit Marianne. « Mais d'abord, café et croissant. C'est ma règle. Jamais d'archives avant le café. » Les trois s'installèrent autour d'une petite table près de la fenêtre. La cafétéria du personnel occupait une salle voûtée des anciennes cuisines médiévales, modernisée mais conservant son charme historique. J'ai préparé un plan de travail, en déployant des séries de documents, dit Beaumont. Nous avons divisé le projet en 3 phases. Phase 1, catalogage des archives papier existantes, registres, lettres, documents administratifs. Phase 2, inventaire et analyse des objets dans les réserves, circomprenant les fameuses caisses scellées sous la chapelle. Phase 3, recommandations pour la conservation, la restauration et l'exposition publique. Logique, approuva Élise. Combien de temps estimez-vous pour chaque phase ? 2 mois pour la phase 1, répondit Marianne. Les archives papier sont extensives, mais relativement bien organisées. Nous avons un système de classification basique en place depuis les années 1950. Votre travail sera de l'approfondir, d'identifier les pièces les plus importantes et de créer un catalogue détaillé avec contexte historique. La phase 2 sera la plus imprévisible, ajouta Beaumont. Nous ne savons pas exactement ce que contiennent ces caisses. Cela pourrait prendre 1 mois ou 4 selon ce que nous découvrons. Élise but une gorgée de son café. Vous avez mentionné hier que certains objets sont décrits dans des documents médiévaux. Puis-je voir ces références ? Bien sûr. Marianne sortit un dossier de son sac. Voici des photocopies des mentions que nous avons trouvées. La plus intéressante provient d'un inventaire partiel datant de 1422, rédigé après la mort de Louis II d'Anjou. Élise ouvrit le dossier. Le document était écrit en ancien français, dans une calligraphie gothique serrée. Elle commença à lire, sa formation en paléographie médiévale lui permettant de déchiffrer le texte. Item, un sceptre d'or orné de pierreries avec le sceau du duc. Item, une boîte de chêne contenant documents et chartes privées du duc, scellées de son sceau personnel. Item, registre des dépenses ducales pour l'acquisition et la copie de livres. Cette dernière ligne, dit Élise, relevant les yeux, pour l'acquisition et la copie de livres. Cela suggère que les ducs d'Anjou ne se contentaient pas de collectionner des manuscrits existants, mais finançaient activement leur reproduction. Exactement, dit Beaumont, visiblement satisfait de sa perspicacité. Nous pensons que les ducs d'Anjou menaient un scriptorium, un atelier de copie de manuscrits, soit ici à Saumur, soit dans une de leurs autres résidences. Mais nous n'avons aucune trace détaillée de cette activité. Si nous pouvions retrouver ces registres de dépenses, murmura Élise, son esprit s'emballant, nous pourrions reconstituer toute l'opération, identifier quels textes ils copiaient, qui ils employaient, peut-être même retrouver certains des manuscrits produits. C'est exactement le type de découverte que nous espérons. Après le petit déjeuner, Marianne conduisit Élise aux archives ducales. La salle était plus grande qu'Élise ne l'avait réalisée la veille, près de 100 mètres carrés, avec des étagères s'élevant du sol aux voûtées ou saffloirs. L'éclairage moderne avait été installé avec soin pour ne pas endommager les documents sensibles.
Nous avons environ 12 000 pièces individuelles, documents administratifs, correspondances, registres financiers, chartes et documents légaux. Mojaret Amortais datant du XIVe au XVIe siècle, pendant la période où Saumur était une résidence ducale majeure. Elle guida Élise le long des rangées. J'ai organisé les documents par type et par période. Cette section, elle indiqua plusieurs étagères, contient la correspondance ducale. Ici, les registres financiers. Là-bas, les chartes et documents légaux. Élise s'approcha des registres financiers, touchant délicatement les reliures de cuir craquelé. Ces registres ont-ils été numérisés? Partiellement. Nous avons numérisé les plus fragiles et ceux qui sont consultés fréquemment. Mais beaucoup attendent encore. Votre catalogue nous aidera à prioriser. Je vais commencer par un échantillonnage, décida Élise. Examiner quelques pièces de chaque catégorie pour avoir une vue d'ensemble, puis approfondir les sections les plus prometteuses. Marianne approuva. Ça j'approche. Je vous laisse vous installer. Je suis dans mon bureau, au bout du couloir, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ah, et... Elle sourit. N'oubliez pas de déjeuner. Les archivistes ont tendance à perdre la notion du temps. Élise passa les heures suivantes dans un état de concentration totale. Elle commença par les registres financiers du règne de Louis Ier d'Anjou, prenant des notes détaillées sur leur contenu. Les comptes révélaient les dépenses quotidiennes d'une cour ducale médiévale, paiement aux serviteurs, achat de nourriture et de vin, frais de voyage, commission d'œuvres d'art. Mais ce qui captiva vraiment son attention furent les entrées récurrentes pour livres et manuscrits. Louis Ier avait dépensé des sommes considérables, parfois plus de 1000 livres par an, pour acquérir et faire copier des textes. Les titres mentionnés allaient des classiques latins aux traités scientifiques arabes récemment traduits, en passant par des œuvres de théologie et de philosophie. Il construisait une bibliothèque universelle, murmura Élise pour elle-même, tournant délicatement les pages jaunies. Pas seulement une collection de prestige, mais un véritable projet intellectuel. À midi, son estomac grondant la força à faire une pause. Elle monta à la cafétéria où elle trouva Marianne déjeunant avec 2 autres membres du personnel. Pierre, le responsable de la maintenance, un homme robuste dans la cinquantaine, et Sophie, une jeune guide touristique aux longs cheveux blonds. « Alors » demanda Sophie avec curiosité alors qu'Élise s'asseyait, « vos premières impressions des archives ?» Fascinante. Élise mordit dans sa salade. Les registres financiers de Louis Ier sont une mine d'or. Il dépensait autant pour les livres que certains nobles pour les chevaux de guerre. Ça ne me surprend pas. Ma grand-mère disait toujours que les vieux ducs étaient plus intéressés par les livres que par les batailles. Il y a du vrai, dit Élise. Louis Ier était connu pour sa bibliophilie. Son frère, le roi Charles V, était pareil. Il voyait les livres comme des armes dans une guerre culturelle contre l'ignorance. C'est poétique, dit Marianne, et très pertinent pour notre époque. L'après-midi, Élise se tourna vers la correspondance ducale. Les lettres étaient fascinantes, missives entre les ducs et leurs pairs, négociations diplomatiques, échanges avec des érudits. Une lettre en particulier retint son attention. Datée de 1378, elle était adressée à Louis Ier par un certain frère Guillaume de Valence. « Monseigneur, je vous remercie pour votre généreuse commission. Le texte d'Aristote que vous avez demandé a été copié et enluminé selon vos instructions. Nous avons également entrepris, selon votre sage conseil, de copier le traité d'Avicenne sur la médecine. Ces œuvres seront préservées comme vous l'avez commandé, à l'abri de ceux qui voudraient les détruire. Votre vision pour la sauvegarde du savoir ancien sera votre plus grand héritage. » Élise relut la lettre plusieurs fois. « À l'abri de ceux qui voudraient les détruire. » Cette phrase résonnait étrangement. Au XIVe siècle, l'Église catholique exerçait un contrôle strict sur quels textes pouvaient circuler. Certaines œuvres philosophiques et scientifiques arabes étaient considérées avec suspicion. Est-ce que Louis Ier protégeait activement des textes controversés? Elle prit une note détaillée de la lettre et continua ses recherches. Au fil de l'après-midi, elle découvrit plusieurs autres références à ce frère Guillaume et à ce qui semblait être un réseau de copistes travaillant pour le duc. Les mentions devenaient de plus en plus cryptiques dans les années suivantes, parlant de « l'œuvre secrète »
et de la grande préservation. Vers 17 heures, Marianne passa la tête par la porte. « Comment va ?»« Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, » dit Élise, lui montrant ses notes. Il semble que Louis Ier finançait un réseau de copistes, peut-être des moines, qui travaillaient à préserver des textes qui pourraient être considérés controversés. Marianne s'approcha pour examiner les documents. C'est cohérent avec ce que nous savons de sa personnalité. Louis Ier était un homme de la Renaissance avant la Renaissance, humaniste, curieux, peut-être un peu rebelle contre l'orthodoxie stricte de son époque. « J'aimerais en savoir plus sur ce frère Guillaume, » dit Élise, tapotant la lettre. « S'il dirigeait un scriptorium pour le duc, il devrait y avoir d'autres traces de lui. »« Nous avons des registres monastiques de la région, » suggéra Marianne. « En attendant, il est presque 17h30. Vous devriez penser à vous arrêter pour aujourd'hui. » Élise jeta un coup d'œil à sa montre, surprise. « Je n'ai pas vu le temps passer. »« C'est le danger des archives, » sourit Marianne. « Elle vous happe dans un autre siècle. » Ce soir-là, Élise dîna seule dans un restaurant du Vieux-Saumur, un établissement douillet près de l'église Saint-Pierre. Elle commanda un verre de saumur champignon, le vin local, et une entrecôte avec des pommes de terre sarladaises. Pendant qu'elle mangeait, elle relisait ses notes, son esprit toujours préoccupé par les mystérieuses références au travail de préservation de Louis Ier. Pourquoi toute cette discrétion ? Copier des manuscrits était une activité noble et louable. Pourquoi parler de sauvegarde et de protection contre ceux qui voudraient détruire les textes ? Que cachaient ces documents ? De retour dans son appartement au château, elle s'installa près de la fenêtre avec un livre sur l'histoire des ducs d'Anjou. La lune brillait sur la Loire, transformant le fleuve en un ruban d'argent. Au loin, elle pouvait voir les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Elle lut jusqu'à minuit, prenant des notes supplémentaires. Louis Ier d'Anjou avait vécu une vie extraordinaire. Prince royal, duc apanagiste, prétendant au trône de Naples, patron des arts. Mais les historiens se concentraient généralement sur ses ambitions politiques et militaires. Peu avaient exploré en profondeur son rôle comme collectionneur et protecteur de manuscrits. Peut-être, murmura Élise en fermant son livre, parce que les preuves ont été bien cachées. Elle se coucha, mais son esprit continuait à tourner. Quelque part dans ce château, dans ces archives qu'elle commençait à peine à explorer, se trouvaient les réponses. Elle en était certaine. Chapitre 3. La découverte de la crypte. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme agréable. Élise arrivait aux archives chaque matin vers 8 heures, travaillait jusqu'au déjeuner, puis reprenait jusqu'en fin d'après-midi. Marianne lui apportait régulièrement de nouveaux documents, répondait à ses questions et partageait ses propres observations sur la collection. Le mercredi de sa 2e semaine, Marianne apparut avec une pile de registres reliés de cuir brun. « Les registres monastiques que vous aviez demandés, ils proviennent de l'abbaye de Fontevraud, à environ 15 km d'ici. L'abbaye avait des liens étroits avec les ducs d'Anjou. Parfait, je débarrassais un espace sur ma table de travail. J'espère y trouver des mentions de frère Guillaume. » Elle passa la matinée à parcourir les registres. L'abbaye de Fontevraud était un établissement double, abritant à la fois des moines et des moniales, et ses archives étaient méticuleusement tenues. Les registres documentaient la vie quotidienne de l'abbaye, travaux agricoles, visiteurs, donations. Vers 11 heures, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une entrée datée de 1375 mentionnait « Frère Guillaume de Valence, copiste, transféré à l'ermitage de Sainte-Radegonne avec 3 frères pour entreprendre un travail pour Monseigneur, le duc d'Anjou. » L'ermitage de Sainte-Radegonne. Élise connaissait ce lieu, ou plutôt ce qu'il en restait. C'était un site troglodyte à quelques kilomètres de Saumur, creusé dans les falaises de Tuffeau le long de la Loire. Un ermitage médiéval largement abandonné depuis des siècles. Elle continua à chercher et découvrit plusieurs autres références. En 1377, une livraison de parchemin fin, encre de qualité et pigments pour enluminure avait été envoyée à l'ermitage. En 1380, une note mentionnait le retour de frère Guillaume et ses compagnons à l'abbaye, leur œuvre secrète étant accomplie. Leur œuvre secrète. Encore cette formulation étrange.
Élise trouva Marianne dans son bureau. « Que savez-vous de l'ermitage de Saint-Radegone » Marianne leva les yeux de son ordinateur. « Pas grand-chose, c'est un site historique mineur, des grottes creusées dans la falaise. Il y a quelques fresques médiévales, je crois. » « Pourquoi » Élise lui expliqua sa découverte. « Je pense que frère Guillaume et ses copistes travaillaient là-bas, cachés dans les grottes, un endroit discret, à l'écart, parfait pour un travail qu'on voulait garder secret. Vous voulez visiter le site ? Absolument. Y a-t-il un moyen d'y se rendre ? Pierre connaît le propriétaire actuel. C'est une famille locale qui possède les grottes. Je peux organiser une visite pour ce week-end, si vous voulez. Le samedi matin était clair et frais, parfait pour une excursion. Pierre vint chercher Élise dans un vieux Land Rover vert. Ils roulèrent le long de la Loire, traversant des paysages de vignobles et de forêts automnales. « Vous allez aimer Monsieur Renard, » dit Pierre en conduisant. « C'est un personnage. Sa famille possède les grottes depuis 3 générations. Il connaît toutes les légendes locales. » L'ermitage de Saint-Radegone se trouvait au pied d'une falaise blanche qui s'élevait directement de la route. Une série de petites ouvertures ponctuelles à roches, certaines naturelles, d'autres clairement taillées par la main d'homme. Un homme âgé aux cheveux blancs et au visage tanné les attendait. « Pierre !» cria-t-il en sortant d'une maison de pierre à côté de la falaise. « Et vous êtes de bien la jeune historienne. Bienvenue !» Henri Renard était exactement comme Pierre l'avait décrit, bavard, chaleureux, débordant d'histoire. Pendant qu'il grimpait le sommet escarpé vers l'entrée principale des grottes, il racontait l'histoire du site. Ces grottes ont été habitées depuis l'époque romaine, mais l'ermitage proprement dit date du XIIe siècle. Des moines y vivaient, cherchant la solitude pour leur méditation et leurs prières. Au XIVe siècle, l'endroit était encore actif, mais utilisé pour... personne ne sait exactement pourquoi. Ils entrèrent dans la grotte principale, une vaste caverne avec un plafond voûté, sculpté dans le tuffeau. Des traces de fresques délavées ornaient les murs, des figures de saints et des motifs géométriques. La lumière filtrait par plusieurs ouvertures, créant des faisceaux de lumière poussiéreuse. « Il y a d'autres chambres plus loin, » dit Renard en les guidant plus profondément. Elles servaient de cellules pour les moines, de réfectoire, peut-être d'un scriptorium. Suivez-moi. Ils traversèrent une série de passages étroits, descendant graduellement dans la falaise. L'air devenait plus frais, plus humide. Finalement, ils émergèrent dans une large salle rectangulaire, environ 10 mètres de long sur 6 de large. Contrairement aux autres grottes, celle-ci avait des murs lisses et un plafond plat, clairement aménagé avec soin. « C'est ici, » dit Renard, « la plus grande salle de l'ermitage. Mon grand-père l'appelait la bibliothèque, mais nous n'avons jamais su pourquoi. » Élise examina la salle lentement. Le long d'un mur, elle pouvait voir les vestiges de ce qui avait été des étagères, des encoches taillées dans la pierre à intervalles réguliers. Au centre de la pièce, les bases de ce qui aurait pu être des tables ou des pupitres étaient encore visibles, taillées directement dans le sol rocheux. « C'était définitivement un scriptorium, » murmura Élise, « un atelier de copie. Regardez ces encoches, elles servaient à soutenir des étagères pour ranger les manuscrits, et ces bases au centre, des pupitres pour les copistes. » Elle s'agenouilla pour examiner le sol plus attentivement. Dans un coin, presque invisible sous une fine couche de poussière et de débris, elle perçut quelque chose. Elle sortit sa lampe de poche et la braqua sur le sol. « Il y a des inscriptions, » dit-elle excitée. Elle commença à brosser délicatement la poussière. Des lettres apparurent, gravées dans la pierre. « Hic sapientia custoditus, anno Domini M 1380. » Ici, la sagesse est gardée, an du Seigneur 1380, traduisit-elle pour les autres. C'est l'année où frère Guillaume et ses compagnons sont retournés à l'abbaye. Ils durent graver ceci avant de partir. Pierre et Renard se penchèrent pour voir. « Quelle signification ?» demanda Pierre. « Je pense, dit Élise lentement, réfléchissant à voix haute, que les ducs d'Anjou ont établi ici un scriptorium secret, un endroit où des copistes pouvaient travailler à l'abri des regards, copiant et préservant des textes que certains auraient voulu voir détruits. La question est, qu'ont-ils fait de tous ces manuscrits ? Peut-être qu'ils les ont emmenés à Saumur ou à l'abbaye. Peut-être, mais Élise n'en était pas si sûre. Si les manuscrits avaient été transportés dans un lieu évident, ils auraient été trouvés depuis longtemps. Non, il devait y avoir quelque chose de plus.
Elle continua à explorer la grotte, examinant chaque surface, cherchant d'autres inscriptions ou indices. Dans le mur du fond, elle remarqua quelque chose d'inhabituel, une section de pierre qui semblait légèrement différente du reste de la grotte, plus lisse, comme si elle avait été retaillée plus récemment que le reste de la grotte. « Monsieur Renard », appela-t-elle, « cette partie du mur vous semble-t-elle différente ?» Le vieil homme s'approcha et examina la pierre. « Maintenant que vous le mentionnez, oui, mon père m'a dit un jour qu'il pensait qu'il y avait eu ici autrefois un passage qui avait été scellé, mais ce n'était qu'une supposition. » Élise tapota doucement la pierre. Le son qui lui revint était légèrement creux, différent du reste de la paroi solide. Son cœur battit plus vite. « Il pourrait y avoir une autre chambre derrière, » dit-elle, « une chambre scellée. »« Voulez-vous que j'essaie de l'ouvrir » demanda Renard, soudain aussi excité qu'elle. « Non, » dit Élise fermement. « Si c'est bien un scell médiéval, nous devons procéder avec méthode. Je vais en parler à Monsieur Beaumont. Nous aurons peut-être besoin d'une autorisation officielle et d'une équipe d'archéologues. » Mais intérieurement, son esprit s'emballait. Une chambre scellée, les manuscrits Loïs perdus, l'œuvre secrète de Louis Ier. Tout commençait à prendre du sens. Le lundi matin, Élise présenta ses découvertes à Beaumont dans son bureau. Elle avait préparé un dossier complet, photocopie des références dans les registres monastiques, photos de la grotte et de l'inscription, ses notes et ses hypothèses. Beaumont écouta attentivement, étudiant les documents qu'elle lui présentait. Quand elle y finit, il se cala dans son feuillet, les doigts joints sous le chinon. « C'est remarquable, » dit-il finalement, « absolument remarquable. Vous suggérez que Louis Ier a établi un scriptorium secret pour copier et protéger des textes controversés et que ces textes pourraient encore être cachés dans une chambre scellée à l'Ermitage. »« C'est ma théorie, » dit Élise. « Bien sûr, je pourrais me tromper. La chambre scellée pourrait être vide ou contenir quelque chose de complètement différent, mais les preuves circonstancielles sont convaincantes. » En effet, Beaumont se pencha en avant. « Voici ce que nous allons faire. » Je vais contacter la Direction régionale des affaires culturelles pour obtenir une autorisation d'exploration archéologique. Cela prendra peut-être une semaine ou deux. En attendant, je veux que vous continuiez vos recherches dans les archives ici. Voyez si vous pouvez trouver d'autres indices sur ce que contenait exactement ce scriptorium. « Il y a une autre chose, » dit Élise. « Les caisses scellées sous la chapelle du château. Vous aviez mentionné qu'elles contiennent possiblement de la regalia ducale. Est-ce que nous pourrions commencer à les ouvrir? Il pourrait y avoir un lien avec tout ceci. » Beaumont réfléchit. « Vous avez raison. En fait, commençons par là. La chapelle est sur place, nous n'avons pas besoin d'autorisation spéciale. Je vais demander à Pierre de préparer la salle sous la chapelle. Nous pourrons commencer dès demain. » Le lendemain matin, Élise, Beaumont, Marianne et Pierre se retrouvèrent dans la chapelle du château. C'était un joyau de l'architecture gothique, avec des voûtes élancées et des vitraux du XVe siècle représentant des scènes de la vie des saints. « L'accès à la crypte est ici, » dit Pierre en soulevant un lourd tapis près de l'autel. En dessous se trouvait une trappe de bois renforcée de fer. Il l'ouvrit, révélant un escalier de pierre descendant dans l'obscurité. « La crypte date de la construction originale du château au XIVe siècle, » expliqua Beaumont, en allumant une lampe électrique puissante. Elle servait à l'origine de chapelle funéraire pour la famille ducale. Plus tard, elle a été utilisée comme espace de stockage. Ils descendirent prudemment. L'escalier était raide, les marches usées par des siècles de passage. L'air devenait plus frais et sentait la pierre humide. La crypte elle-même était une salle voûtée d'environ 20 mètres carrés. Des niches dans les murs avaient autrefois contenu des sarcophages, maintenant disparus. Le long du mur du fond était empilée une douzaine de caisses de bois, certaines grandes comme des armoires, d'autres plus petites. Pierre avait installé des lampes de travail, illuminant la crypte d'une lumière crue. « J'ai vérifié les caisses hier, » dit-il. « Elles sont en chêne massif, bien préservées malgré l'humidité. Les scellés en cire datent définitivement de 1872. » Élise s'approcha de la plus grande caisse. Sur le couvercle, une inscription à la peinture délavée était encore lisible. Effet Ducos, 1872. Les cellos de cire rouge portaient le blason de la République française. « Commençons par celle-ci, » dit Beaumont. Pierre sortit des outils et commença soigneusement à briser les cellos. Le bois grinça quand il souleva le couvercle.
À l'intérieur, enveloppés dans de vieux draps de lin, se trouvaient des objets enveloppés individuellement. Élise enfila des gants de conservation et commença délicatement à déballer le premier paquet. Le lin s'effrita légèrement, mais l'objet à l'intérieur était intact, un candélabre en bronze doré décoré de motifs de vigne et de grappes de raisin. « 14e siècle », murmura-t-elle en examinant le travail, probablement utilisé dans cette même chapelle. Ils continuèrent à déballer. Il y avait plus de candélabres, un calice en argent finement ciselé, plusieurs reliquaires contenant ce qui avait été des fragments d'os de saints et une série de livres liturgiques enluminés, miraculeusement bien préservés. « Magnifique, dit Marianne en examinant un des livres. « Regardez ces enluminures, c'est du travail de première qualité. » La deuxième caisse contenait des textiles. Des chasubles brodés d'or, des nappes d'altère en lin fin, des bannières aux couleurs délavées mais aux motifs encore discernables. Certaines portaient les armes des ducs d'Anjou. C'est dans la troisième caisse qu'ils trouvèrent quelque chose d'extraordinaire. Parmi les objets liturgiques habituels se trouvait un coffret de bois de cèdre, d'environ 30 cm de long. Il était scellé avec de la cire, mais ce cello était beaucoup plus ancien que les cellos de 1872 sur les caisses extérieures. « Attention, dit Beaumont, alors qu'Élise soulevait délicatement le coffret. Ce cello pourrait dater de l'époque ducale elle-même. » Élise examina la cire. Elle portait l'empreinte d'une sceau, une fleur de lys entourée d'une inscription qu'elle ne pouvait pas déchiffrer dans la faible lumière. « Nous devrions l'amener dans mon bureau. Avec un meilleur éclairage et mes outils, je pourrais examiner le cello correctement avant de l'ouvrir. » Ils transportèrent le coffret avec précaution jusqu'au bureau d'Élise. Sous la lumière vive de sa lampe d'archiviste, elle examina le cello de près avec une loupe. L'inscription autour de la fleur de lys disait « Ludovicus Ier, duc Antgavensis, Louis Ier, duc d'Anjou », son cello personnel. Ce coffret a été scellé par Louis Ier lui-même, ou en tout cas par son ordre. Il est resté scellé pendant plus de 650 ans. « Qu'attendons-nous » demanda Beaumont, aussi excité qu'elle. Élise sortit un scalpel fin de sa trousse d'outils. Avec une précision chirurgicale, elle commença à détacher la cire du bois, préservant le cello intact pour une étude suivante. Le processus prit près de demi-heure. Finalement, le cello céda. Élise souleva gentiment le couvercle du coffret. À l'intérieur, enveloppé dans de la soie violette décolorée, se trouvait un objet long et mince. Élise déroula la soie avec un soin infini. C'était un sceptre. Environ 40 cm de long, en or massif, orné de pierres précieuses, rubis, saphirs, émeraudes, sertis dans des montures délicatement travaillées. Le pommeau était sculpté en forme de fleur de lys, et le long de la tige couraient des inscriptions en latin. « Mon Dieu !» murmura Beaumont. « C'est de la régalia ducale authentique, un sceptre des ducs d'Anjou. » Mais Élise avait à peine remarqué le sceptre lui-même. Son attention était fixée sur quelque chose d'autre dans le coffret. Sous le sceptre, enveloppés séparément, se trouvaient plusieurs parchemins roulés et scellés. Elle en prit un délicatement et déroula le parchemin. L'écriture était dense, en latin médiéval, dans une calligraphie gothique immaculée. Elle commença à lire, et plus elle lisait, plus ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marianne. Élise leva les yeux, son visage rayonnant d'excitation. « C'est un testament, le testament personnel de Louis Ier d'Anjou. Et écoutez ceci. À mes héritiers et successeurs, je confie la garde de notre plus grande œuvre, la grande bibliothèque cachée, établie pour la préservation de la sagesse du monde contre les flammes de l'ignorance et de la peur. Que cette œuvre continue dans le secret, jusqu'au jour où les hommes pourront chérir le savoir sans crainte. » Elle regarda les autres. La grande bibliothèque cachée. C'est ce qu'il faisait. Ce n'était pas juste un scriptorium, c'était un effort systématique pour préserver des textes menacés. Et d'après ce document, la bibliothèque existe toujours quelque part. « Où » demanda Beaumont, se penchant pour lire par-dessus son épaule. Élise continua à lire le testament. Il y a des références à la chambre sous le sanctuaire, la voûte sacrée, le refuge du savoir, mais pas d'emplacement précis. Elle déroula le deuxième parchemin. C'est un inventaire partiel. Écoutez. Œuvres d'Aristote et de Platon dans leur traduction arabe.
traités médicaux d'Avicenne et de Rhazès, manuscrits hébreux de philosophie et de sciences, textes alchimiques et astronomiques. La liste continue sur plusieurs pages. Des centaines de volumes, murmura Marianne, peut-être des milliers. Et pour la plupart seraient considérés aujourd'hui comme perdus, des traductions qui n'ont survécu nulle part ailleurs, des commentaires disparus, des textes originaux dont nous n'avons que des copies de copies tardives. Si cette bibliothèque existe vraiment, ce serait la découverte du siècle, termina Beaumont. Élise déroula le 3e parchemin. C'était une carte, pas une carte géographique moderne, mais un plan architectural médiéval, dessiné avec une précision remarquable. Elle l'étala sur sa table de travail. Le plan montrait un complexe de salles et de passages. Au centre, une grande chambre rectangulaire était marquée « Bibliotheca Magna ». Des chambres plus petites rayonnaient autour, Scriptorium, Camera Librorum Sanctorum, Thesaurus Sapientiae. C'est le plan de la bibliothèque, mais je ne peux pas dire où elle se trouve. Il n'y a pas de référence géographique, pas d'indication d'orientation. Beaumont examina la carte attentivement. Attendez, ces symboles dans les coins sont, dirait, des armoiries. Élise regarda de plus près. Dans chaque coin du parchemin se trouvait un petit blason héraldique dessiné avec minutie. Elle reconnut immédiatement 3 d'entre eux, les armes des ducs d'Anjou, les armes de l'abbaye de Fontrevoux et les armes de la ville de Saumur. Le 4e blason était différent. Il montrait une chapelle simple sur un rocher avec une croix au-dessus. « Je ne reconnais pas ce dernier, » dit-elle. « Moi si, » dit Pierre, qui avait regardé par-dessus leurs épaules. « C'est l'ancien blason de la chapelle Notre-Dame des Ardillères. C'est un sanctuaire de pèlerinage, à environ 2 kilomètres d'ici. » Élise sentit son pouls s'accélérer. La chapelle. Le testament mentionnait la chambre sous le sanctuaire. « Notre-Dame des Ardillères, » dit Beaumont lentement. « C'est possible. La chapelle actuelle date du XVIIe siècle, mais il y avait une structure plus ancienne avant, une petite chapelle romanique, puis une chapelle gothique au XIVe siècle. Construite sous le patronage de... commença Marianne. Louis Ier d'Anjou, termina Élise. Il a financé sa construction en 1375. C'est dans ses registres de dépenses. Ils se regardèrent, réalisant l'implication. La bibliothèque cachée, dit Beaumont, se trouve sous la chapelle Notre-Dame des Ardillères. Chapitre 4. Les préparations. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Beaumont contacta immédiatement la direction régionale des affaires culturelles, la mairie de Saumur et le diocèse qui administrait la chapelle Notre-Dame des Ardillères. Élise, pendant ce temps, plongeait encore plus profondément dans les archives, cherchant toute référence possible à la chapelle et aux activités de Louis Ier. Elle découvrit que la construction de la chapelle était un projet personnel du duc. Les registres de dépenses montraient des sommes importantes allouées non seulement pour la construction elle-même, mais aussi pour des travaux souterrains et des aménagements spéciaux. Des paiements réguliers allaient à des maçons spécialisés dans la taille de pierre, des charpentiers et, curieusement, des gardes-livres et des conservateurs de manuscrits. Il ne construisait pas juste une chapelle, dit Élise à Marianne un après-midi. Il construisait une bibliothèque souterraine déguisée en fondation de chapelle. Ingénieux. Qui irait chercher une bibliothèque secrète sous un lieu de culte? Et cela a fonctionné, répondit Marianne. Pendant 650 ans, personne n'a su. Le vendredi de cette semaine-là, Beaumont convoqua une réunion dans la grande salle du château. Étaient présents Élise, Marianne, Pierre, le maire de Saumur, un représentant de la DRAC et le père Jean-Marc Rousseau, le prêtre responsable de Notre-Dame des Ardillères. Beaumont présenta leur découverte méthodiquement, les documents des archives, le testament de Louis Ier, le plan de la bibliothèque et les preuves circonstancielles liant tout cela à la chapelle. Si notre hypothèse est correcte, conclut-il, nous sommes sur le point de découvrir une des plus importantes collections de manuscrits médiévaux jamais perdus. Une bibliothèque qui pourrait contenir des œuvres que nous pensions disparues depuis des siècles. Le représentant de la DRAC, un homme aux cheveux gris nommé Monsieur Leclerc, étudia les documents attentivement. C'est extraordinaire, mais nous devons procéder avec la plus grande prudence. Si cette bibliothèque existe et si elle a été scellée depuis le XIVe siècle, nous parlons d'un site archéologique d'une sensibilité extrême. Les manuscrits, s'il y en a, seront incroyablement fragiles. Nous comprenons parfaitement,
dit Beaumont. C'est pourquoi nous demandons une autorisation formelle et un soutien d'experts en conservation avant de procéder. Le père Jean-Marc Rousseau, un homme doux dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants, parla pour la première fois. La chapelle est un lieu de culte actif. Nous avons des messes quotidiennes, des pèlerinages. Comment gérerons-nous cela si nous devons entreprendre des fouilles? Nous travaillerons à votre horaire, assura Beaumont, et si nécessaire, nous pouvons établir un accès séparé pour ne pas disturber la chapelle elle-même. La discussion continua pendant 2 heures. Finalement, il fut décidé qu'une exploration préliminaire aurait lieu dans 2 semaines. Une équipe serait assemblée, archéologues, conservateurs de manuscrits, ingénieurs structurels, pour évaluer le site et, si possible, localiser et accéder à toute chambre souterraine. 2 semaines, dit Élise alors qu'ils sortaient de la réunion. Je ne sais pas si je vais pouvoir attendre. Marianne sourit. Utilisez ce temps productivement. Continuez à fouiller les archives. Plus nous en savons avant d'entrer, mieux ce sera. Élise suivit ce conseil. Elle passa les jours suivants immergée dans les documents, créant un dossier complet sur la bibliothèque cachée. Elle traça les connexions entre Louis Ier et un réseau de moines, d'érudits et de scribes à travers l'Europe. Les preuves suggéraient que le duc ne se contentait pas de préserver des manuscrits localement, il importait activement des textes d'Italie, d'Espagne musulmane et même de Byzance. Un soir, en parcourant la correspondance ducale, elle tomba sur une lettre qui lui donna des frissons. Datée de 1383, un an avant la mort de Louis, elle était adressée à son fils Louis II. « Mon fils bien-aimé », écrivait le duc en français médiéval. « Quand tu liras ceci, je serai peut-être déjà parti rejoindre nos ancêtres. Je te confie un secret que peu d'hommes connaissent. Sous la chapelle que j'ai fait construire à Saumur repose un trésor plus précieux que l'or ou les juaux, le trésor du savoir humain. J'ai consacré ma vie et ma fortune à rassembler des textes que d'autres voudraient voir brûler. Philosophie grecque, sciences arabes, théologie hébraïque, alchimie et astronomie, toute la sagesse du monde ancien et du monde nouveau. Je te charge de continuer cette œuvre. Ajoute à la collection ce que tu peux. Protège-la de ceux qui craignent le savoir. Et quand le jour viendra, et il viendra, mon fils, je le crois, où les hommes pourront chercher la vérité sans crainte, révèle ce que nous avons préservé. Que notre héritage ne soit pas mesuré en bataille gagnée ou en terre conquise, mais en lumière sauvée de l'obscurité. Ton père aimant, Louis. Élise essuya aux larmes qui avaient roulé sur sa joue. 6 siècles après sa mort, Louis Ier d'Anjou parlait directement à elle, partageant sa vision, sa passion pour le savoir et la préservation culturelle. « Le jour est venu, murmura-t-elle au parchemin ancien. Nous allons révéler votre héritage. » Le week-end avant l'exploration, Élise ne put résister à l'envie de visiter la chapelle Notre-Dame des Ardillères. Elle y alla un dimanche matin, arrivant juste avant la messe de 10 heures. La chapelle moderne était un imposant édifice baroque, construit au XVIIe siècle après que le site était devenu un important lieu de pèlerinage. Mais en étudiant la structure, Élise pouvait voir des traces de l'ancienne chapelle gothique, certains murs de fondation, un arc ici et là, intégré dans la construction plus récente. Elle s'assit dans un banc au fond et regarda autour d'elle. Les fidèles arrivaient pour la messe, des habitants de Saumur, quelques touristes, un groupe de pèlerins espagnols. Le père Rousseau apparut, vêtu de ses ornements sacerdotaux, et la messe commença. Pendant que les chants s'élevaient et que l'encens qu'embaumait l'air, Élise laissa son imagination vagabonder. 650 ans auparavant, dans une chapelle gothique plus modeste occupant ce même espace, des moines et érudits étaient descendus dans une crypte secrète. Ils avaient transporté des caisses de manuscrits précieux, les avaient rangés avec soin sur des étagères dans une bibliothèque souterraine. Ils avaient travaillé à la lueur des chandelles, copiant des textes, préservant le savoir pour les générations futures. Et maintenant, cette génération était arrivée. Le lundi matin de la 3e semaine, l'équipe d'exploration se rassembla. En plus d'Élise, Beaumont et Marianne, il y avait maintenant Dr Clairefontaine, archéologue spécialisé en sites médiévaux, Monsieur Jacques Mercier, conservateur en chef de manuscrits à la Bibliothèque nationale, 2 ingénieurs structurels et une équipe de techniciens avec du matériel d'imagerie au sol et de caméras.
Ils se réunirent dans la sacristie de la chapelle, que le père Rousseau avait généreusement mise à leur disposition comme base d'opération. Clairefontaine, une femme énergique dans la quarantaine, prit immédiatement les choses en main. Première étape, dit-elle en déployant les plans de la chapelle actuelle, nous devons déterminer exactement où se trouvait l'ancienne chapelle gothique par rapport à la structure actuelle. Ensuite, nous utiliserons le radar à pénétration de sol pour cartographier toute anomalie souterraine. Les techniciens installèrent leur équipement dans la nef de la chapelle, en attendant que les derniers fidèles du matin partent. Puis, ils commencèrent leur scan méthodique, déplaçant les senseurs en grilles régulières sur le sol de pierre. Élise regardait les écrans qui affichaient les résultats en temps réel. Au début, rien d'inhabituel, juste les fondations solides de la chapelle baroque. Mais quand ils se déplacèrent vers l'est, vers l'endroit où devait se trouver le cœur de l'ancienne chapelle gothique, les écrans commencèrent à montrer des anomalies. « Là », dit un technicien en pointant l'écran, « vous voyez cette ombre rectangulaire, c'est une chambre, environ 8 mètres sous le niveau actuel. Et regardez ici, il semble y avoir toute une série de chambres connectées, un complexe souterrain. » Clairefontaine étudia les images avec attention. « C'est cohérent avec le plan que vous avez trouvé. La chambre centrale avec des chambres plus petites rayonnantes autour. » Elle se tourna vers les ingénieurs. « Est-ce structurellement sécure d'y accéder ?» Les ingénieurs examinèrent les données. Les chambres semblent être taillées dans le roc de tuffeau solide, très stable, mais nous devrons être prudents avec tout point d'accès que nous créerons pour ne pas compromettre les fondations de la chapelle actuelle. Recommandation : nous créons un puits d'accès ici, dans la sacristie. C'est à l'extérieur de la structure principale de la chapelle et les scans montrent qu'il y a déjà une sorte de passage vertical à cet endroit, probablement l'ancien accès originel qui a été comblé. Nous n'aurions qu'à le rouvrir. Combien de temps ? 2 jours pour préparer le site en toute sécurité, 1 jour pour creuser. Si tout va bien, nous pourrions être prêts à descendre jeudi. Les 2 jours suivants furent une torture pour Élise. Elle voulait aider, mais elle savait que son rôle viendrait plus tard, quand ils accéderaient réellement à la bibliothèque. Elle passait son temps à continuer ses recherches, préparant un catalogue préliminaire basé sur l'inventaire partiel qu'elle avait trouvé dans le testament de Louis. Marianne la trouvait souvent à son bureau tard le soir, entourée de livres et de documents, prenant des notes frénétiquement. « Vous devriez vous reposer, vous aurez besoin de votre énergie quand nous descendrons. »« Je ne peux pas dormir, » admettait Élise. « Mon esprit ne s'arrête pas. Je pense à ce que nous pourrions trouver. Des textes perdus d'Aristote, des traités médicaux qui pourraient contenir des connaissances oubliées, des manuscrits enluminés qui changeraient notre compréhension de l'art médiéval. Ou, disait Marianne doucement, nous pourrions trouver une chambre vide, ou des manuscrits tellement endommagés par l'humidité et le temps qu'ils sont illisibles. Vous devez vous préparer à cette possibilité aussi. Je sais, Élise soupirait, mais j'ai un sentiment. Ces chambres ont été creusées dans le tuffeau, puis scellées. Le tuffeau est une pierre très sèche et stable. Si les manuscrits étaient correctement emballés et stockés, ils auraient pu survivre. Le mercredi soir, Pierre vint la chercher à son bureau. « Ils ont percé, dit-il, excité. Le passage est dégagé. Claire et Jacques veulent descendre demain matin à 1e heure. Beaumont dit que vous devriez venir maintenant pour voir. » Élise le suivit jusqu'à la chapelle. Dans la sacristie, une section du plancher de pierre avait été retirée, révélant un puits de 2 mètres de diamètre qui descendait dans l'obscurité. Une échelle métallique moderne avait été installée, et des lumières éclairaient les premiers mètres. Elle se pencha au bord du puits. L'air qui montait était frais et sentait de la pierre ancienne, pas l'odeur de pourriture qu'elle aurait sentie si l'eau avait infiltré les chambres. « Nous avons envoyé une caméra, » dit Claire, montrant un moniteur. « Regardez. » L'écran montrait une image en noir et blanc d'une chambre de pierre. La caméra panoramiqua lentement. Élise vit des murs de tuffeau finement taillés, un plafond voûté en berceau et, son cœur bondit, le long des murs, des étagères. Et sur ces étagères, des formes rectangulaires. « Des coffres », murmura-t-elle, « des coffres de stockage. »« Demain, » dit Beaumont, sa main sur son épaule, « nous découvrirons ce qu'ils contiennent. » Cette nuit-là, Élise dormit à peine. Elle resta éveillée, regardant par sa fenêtre la Loire argentée sous la lune, pensant aux secrets qui attendaient sous la chapelle. Elle pensait à Louis Ier, mort depuis 6 siècles et demi, dont le rêve était sur le point de se réaliser. « Demain, » murmura-t-elle à l'obscurité, « demain, nous verrons. » Chapitre 5. La bibliothèque révélée. Le jeudi matin, à 8 heures précises, l'équipe se rassembla dans la sacristie.
Tout le monde portait des équipements de protection, combinaisons blanches, gants, masques respiratoires, pour éviter de contaminer le site. Claire Fontaine prit la tête. L'air dans la chambre a été testé. Il est serre de respirer, mais je veux que tout le monde garde ses masques jusqu'à ce que nous soyons certains qu'il n'y a pas de moisissure ou de spores. Nous descendons un par un. Je vais d'abord, suivi de Jacques et Élise. Beaumont, vous et Marianne attendez en haut jusqu'à ce que nous ayons fait une évaluation initiale. Élise regarda Claire descendre l'échelle, puis Jacques, puis ce fut son tour. Elle posa son pied sur le premier échelon, son cœur battant fort. L'échelle descendait à travers environ 6 mètres de remblai, pierre et terre qui avaient été utilisés pour sceller le passage original. Puis, elle émergea dans une chambre creusée dans le roc solide. Quand ses pieds touchèrent le sol de pierre, elle leva les yeux. Ils étaient dans une antichambre rectangulaire, environ 4 mètres sur 5, les murs avaient été taillés et polis avec un soin extrême. Des niches étaient creusées à intervalles réguliers, peut-être pour des lampes ou des statues. « Par ici », dit Claire, braquant son lampe-torche, vers une arche dans le mur du fond. L'entrée principale. Ils passèrent sous l'arche et se trouvèrent dans une chambre beaucoup plus grande. Élise s'arrêta, submergée par ce qu'elle voyait. C'était exactement comme sur le plan médiéval, une grande salle rectangulaire, environ 15 mètres de long sur 10 mètres de large, avec un plafond voûté en berceau s'élevant à près de 4 mètres. Le long des murs couraient des étagères de pierre taillées directement dans le roc, et sur ces étagères, rangées avec un soin méticuleux, des centaines de coffres de bois et de métal. Au centre de la salle, des pupitres de lecture de pierre étaient encore en place, comme si les copistes venaient juste de partir. Des niches dans les murs contenaient les restes de lampes à huile. Dans un coin se trouvait même un braseau de fer utilisé autrefois pour chauffer la salle pendant les longs hivers. « Mon Dieu !» murmura Jacques Mercier, le conservateur. « C'est intact, complètement intact. » Claire Fontaine se déplaçait méthodiquement, examinant chaque détail. Pas de signe d'infiltration d'eau. L'air est sec, la température est stable, environ 14 degrés Celsius, des conditions parfaites pour la préservation. Élise s'approcha d'une des étagères. Les coffres étaient de tailles variées, certains petits comme des boîtes à bijoux, d'autres grands comme des malles. La plupart étaient de bois de cèdre, connu pour ses propriétés de conservation. Quelques-uns étaient de bronze ou de fer forgé, avec des fermetures complexes. « Puis » demanda-t-elle à Jacques, indiquant le coffre le plus proche. « Allez-y, mais avec une extrême précaution. » Élise souleva délicatement le coffre, il était étonnamment lourd, et le transporta à un des pupitres de pierre. Les fermetures étaient simples, juste des loquets de bronze. Elle les ouvrit doucement. Le couvercle se souleva avec un léger grincement. À l'intérieur, enveloppés dans de la toile de lin huilée, se trouvaient 4 volumes. « Livres !» murmura-t-elle. « Des livres !» Elle souleva le premier volume avec des mains tremblantes. La toile se déroula facilement. L'huile l'avait gardée souple malgré les siècles. Le livre lui-même était en excellent état. Reliure de cuir rouge, fermoir de cuivre, pages de vélin épais. Elle ouvrit la couverture. La première page portait une enluminure éblouissante, un cadre de vignes et de feuilles d'or entourant un titre en lettres gothiques « Aristotelis Metaphysica cum Commentaries Avicennae ». La métaphysique d'Aristote avec les commentaires d'Avicenne, traduisit-elle pour les autres. C'est une copie du XIVe siècle. Regardez la qualité de cette enluminure, c'est un travail de maître. Jacques était déjà en train d'ouvrir un autre coffre. Ici aussi, plusieurs volumes. Celui-ci est... Attendez. Il examina la page de titre. C'est une traduction latine de traités médicaux arabes, des textes de Rhazès sur la variole et la rougeole. Et ici, appela Claire de l'autre côté de la salle, un coffre plein de manuscrits hébreux. Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent méthodiquement, ouvrant coffre après coffre, cataloguant ce qu'ils trouvaient. L'étendue de la collection dépassait même les espérances les plus optimistes d'Élise. Il y avait des textes philosophiques grecs, Platon, Aristote, les stoïciens, dans des traductions arabes et latines, certaines datant de plusieurs siècles avant l'invention de l'imprimerie. Il y avait des traités scientifiques, astronomie, mathématiques, alchimie, médecine, représentant le summum du savoir médiéval.
Il y avait des textes théologiques et mystiques de traditions chrétiennes, juives et islamiques, côte à côte dans une tolérance qui aurait été impensable en Europe médiévale publique. C'était une bibliothèque universelle, dit Élise, émerveillée. Louis ne faisait pas de discrimination, il préservait tout savoir, quelle que soit son origine. Dans une chambre latérale, découverte en suivant le plan médiéval, ils trouvèrent le scriptorium proprement dit. Des pupitres plus élaborés y étaient installés, avec des niches pour l'encre et les pigments. Sur une étagère reposaient même des plumes d'oie séchées, toujours utilisables après 6 siècles. Et sur un pupitre central, sous une cloche de verre médiévale, se trouvait un manuscrit ouvert. Élise souleva délicatement la cloche. Le manuscrit montrait une page à moitié enluminée. Le copiste devait avoir s'arrêté au milieu de son travail. « Ils ont fermé la bibliothèque en 1400, dit-elle, lisant les notes en marge. Probablement après la mort de Louis II d'Anjou. Ses héritiers ont dû décider que les temps étaient trop dangereux pour continuer l'œuvre ouvertement. Ils ont scellé la bibliothèque pour la protéger jusqu'à des temps meilleurs. Et ces temps sont arrivés, dit Jacques, 626 ans plus tard. À midi, Beaumont et Marianne furent autorisés à descendre. Beaumont était sans voix, tournant lentement sur lui-même pour absorber la vue. « C'est au-delà de tout ce que j'imaginais, » dit-il finalement. « Combien de volumes estimez-vous ? » D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, au moins 2000 manuscrits individuels, peut-être 3000. Il nous faudra des mois juste pour faire un inventaire préliminaire complet. Et la valeur historique ? Jacques secoua la tête, dépassé. Inestimable, littéralement. Certains de ces textes sont uniques, les seules copies survivantes de traductions médiévales de textes classiques. D'autres sont des variantes de textes que nous connaissons, mais qui pourraient contenir des différences importantes. L'impact sur notre compréhension de la transmission du savoir au Moyen-Âge sera révolutionnaire. L'après-midi, ils se concentrèrent sur la documentation. Des photographes prirent des milliers d'images de la bibliothèque et de son contenu. Un géomètre expert créa un plan détaillé des chambres. Élise commença un catalogue préliminaire, notant les titres et descriptions de chaque volume qu'elle examinait. Vers 17 heures, dans une chambre latérale marquée sur le plan comme « Camera Librorum Sanctorum », la chambre des livres sacrés, Élise fit une dernière découverte extraordinaire. Au centre de cette petite chambre se trouvait un coffre plus élaboré que tous les autres, en chêne massif, renforcé de bandes de bronze, avec le sceau de Louis Ier gravé sur le couvercle. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était l'inscription ciselée dans le bronze. Cor Bibliotheca, le cœur de la bibliothèque. « Jacques, Claire, venez voir ceci. » Ils se rassemblèrent autour du coffre. Claire examina les fermetures. Elles sont scellées avec de la wax, les sceaux sont intacts. « Nous devons l'ouvrir » demanda Marianne. « Nous devons, » dit Élise, « mais pas ici. Ce coffre doit être transporté au château, où nous avons un environnement contrôlé et tout l'équipement nécessaire. Quoi qu'il contienne, c'est ce que Louis considérait comme le plus précieux de toute sa collection. » Il fut décidé que les travaux souterrains s'arrêteraient pour la journée. Le coffre spécial serait transporté au château le lendemain matin. En attendant, un garde de sécurité resterait dans la sacristie pendant la nuit. De retour au château, l'équipe se réunit dans la salle de conférence pour discuter des prochaines étapes. « Nous avons besoin d'un plan complet de conservation, » dit Jack. « Ces manuscrits ont survécu miraculeusement bien, mais ils sont toujours fragiles. Chaque volume devra être examiné individuellement, stabilisé si nécessaire, puis numérisé avant toute étude approfondie. » « Combien de temps ?» demanda Beaumont. « Pour traiter toute la collection ?» Jack réfléchit. « Avec une équipe complète de conservateurs, 2 ans minimum, peut-être 3. Et pour les études ? Cela prendra une génération d'érudits, des médiévistes, des philosophes des sciences, des historiens des sciences, des philologues. Cette bibliothèque changera notre compréhension de toute une époque. » Élise écoutait, une partie d'elle exultante, une autre intimidée par l'ampleur de la tâche, mais surtout elle ressentait une profonde gratitude. Gratitude envers Louis Ier et ses successeurs pour leur vision et leur dévouement. Gratitude pour avoir été celle qui avait redécouvert leur héritage. Ce soir-là,
Seule dans son appartement, elle écrivit dans son journal. Aujourd'hui, nous avons trouvé plus que des livres. Nous avons trouvé la preuve qu'au cœur de l'âge des ténèbres présumées, il y avait des hommes et des femmes qui croyaient à la lumière, qui croyaient que le savoir valait la peine d'être préservé, que la diversité de pensée était une richesse, que l'héritage intellectuel de l'humanité transcendait les frontières de religion, de culture ou de politique. La grande bibliothèque cachée n'était pas juste une collection de livres, c'était un acte de foi dans l'avenir, un pari que les générations futures chériront ce que ces ducs avaient sauvegardé. Aujourd'hui, 6 siècles plus tard, nous honorons ce pari. Nous prouvons que leur foi était justifiée. Je me sens humble et honoré d'être l'instrument de cette révélation. Merci Louis Ier. Votre héritage perdure. Chapitre 6. Le cœur de la bibliothèque. Le lendemain matin, le grand coffre fut transporté avec une précaution extrême de la chapelle au château. 6 hommes le portèrent sur des civières remboursées sous la supervision anxieuse de Jack et Élise. Dans le bureau d'Élise, maintenant transformé en laboratoire de conservation provisoire, le coffre fut placé sur une grande table spécialement préparée. L'atmosphère était solennelle. En plus de l'équipe habituelle, plusieurs invités spéciaux étaient présents. Le directeur de la Bibliothèque nationale de France, 2 professeurs d'histoire médiévale de la Sorbonne et un représentant du ministère de la Culture. Avant d'ouvrir, dit Jack, examinons les sceaux. Il y avait 3 sceaux de cire, chacun portant une empreinte différente. Élise les photographia et les examina à la loupe. Le premier sceau est celui de Louis Ier d'Anjou, nous l'avons déjà vu. Le deuxième, elle se pencha plus près, c'est le sceau de Louis II d'Anjou, son fils. Et le troisième, c'est intéressant, c'est un sceau ecclésiastique. Laissez-moi vérifier. Elle consulta un livre de référence sur les sceaux épiscopaux médiévaux. C'est le sceau de l'évêque d'Angers de l'époque, donc ce coffre a été scellé avec l'autorité du duc, de son héritier et de l'église locale. Un scellement triple, extrêmement inhabituel et signifiant une importance exceptionnelle. Que nous dit cela ? Demanda Beaumont. Que le contenu était considéré comme sacré, pas seulement précieux, mais sacré, digne de la protection la plus haute. Jack commença le processus délicat de détacher les sceaux. Cela prit plus d'1 heure, chaque sceau étant préservé intact pour les archives. Finalement, les fermetures étaient libres. « Prête ?» demanda Jack à Élise. Elle hocha la tête, sa bouche sèche d'anticipation. Jack souleva le couvercle. À l'intérieur, sur un lit de velours bleu décoloré, reposaient plusieurs objets enveloppés séparément dans la soie. Au centre se trouvait un volume unique, plus grand et plus somptueux que tous ceux qu'ils avaient vus dans la bibliothèque souterraine. Élise le souleva avec révérence. Il était relié en cuir violet, la couleur royale, avec des fermoirs d'or. Les bords des pages étaient dorés. Sur la couverture, en lettres d'or, était gravé un titre. Testamentum et Codex Sapientiae, Louis Ier. Le testament et Codex Sapientiae de Louis Ier, traduisit-elle. Elle l'ouvrit lentement. La première page portait une enluminure à couper le souffle. Un portrait de Louis Ier lui-même, assis dans une bibliothèque entourée de livres, tenant un sceptre d'une main et une plume de l'autre. Au bas du portrait, une inscription en français médiéval. Je, Louis, par la grâce de Dieu, duc d'Anjou et de Maine, comte de Provence, écris ceci pour mes héritiers et pour les générations futures qui découvriront notre œuvre. Que vous sachiez pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait et que vous continuiez notre mission. Les pages suivantes contenaient le récit personnel de Louis, écrit de sa propre main, comme le confirmait la comparaison avec ses lettres connues. C'était l'histoire de la grande bibliothèque cachée,
raconté par son créateur. Élise commença à lire à voix haute, sa voix tremblant légèrement. En l'an de grâce 1366, j'ai atteint ma 26e année. J'avais combattu dans les guerres, j'avais vu des hommes mourir pour des causes qu'ils comprenaient à peine, et j'avais vu, avec un chagrin profond, des bibliothèques brûlées. À Florence, j'ai vu une foule détruire les livres d'un philosophe accusé d'hérésie. À Paris, j'ai vu des érudits juifs forcés de livrer leurs textes sacrés aux flammes. Dans toute la chrétienté, j'ai vu la peur et l'ignorance faire la guerre au savoir. Mon frère, le sage roi Charles, partageait mon chagrin. « Louis, m'a-t-il dit, nous sommes princes, nous avons le pouvoir de préserver ce que d'autres détruiraient. Faisons de notre richesse un bouclier pour la sagesse. » Ainsi naquit notre projet. Nous avons commencé à acquérir des manuscrits, non pas comme curiosité ou décoration, mais comme trésors à sauvegarder pour l'avenir. Des classiques grecs et latins, des traités scientifiques arabes, des textes philosophiques hébreux, toute la sagesse du monde ancien que notre époque ignorante menaçait de perdre. Mais collectionner ne suffisait pas. Les livres dans les palais peuvent être dispersés quand les dynasties tombent. J'ai eu besoin d'un sanctuaire plus permanent, d'un refuge que le temps et les troubles ne pourraient violer. J'ai choisi Saumur pour 3 raisons. Premièrement, c'était ma résidence préférée, là où je pouvais superviser personnellement le projet. Deuxièmement, le tuffeau de cette région se prête à la création de chambres souterraines sèches et stables. Troisièmement, Saumur était loin de Paris, loin des yeux trop curieux de la cour et de l'église. Sous le prétexte de construire une chapelle, une pieuse entreprise que nul ne questionnerait, j'ai fait creuser dans le roc une grande bibliothèque. Mes meilleurs architectes et maçons ont travaillé en secret. Mes érudits de confiance ont organisé les collections. Nous avons établi un réseau de copistes. Frère Guillaume de Valence, un moine de grande érudition et de discrétion parfaite, dirigeait l'opération. Dans l'ermitage de Sainte-Radégonde et dans d'autres lieux cachés, il copiait les textes que nous acquérions, créant plusieurs exemplaires pour assurer la préservation. Au fil des années, notre bibliothèque a grandi. Plus de 2000 volumes, représentant le meilleur de la pensée humaine. Aristote et Platon, Euclide et Ptolémée, Avicenne et Averroès, Maïmonide et Rachi, chrétiens, musulmans, juifs, tous les sages de l'humanité réunis sous un même toit. Car je crois, et je l'ai toujours cru, que la vérité est une, que Dieu, par quelque nom qu'on l'appelle, a donné la raison à tous les hommes, que la sagesse peut être trouvée dans toutes les traditions, et que ceux qui brûlent les livres des autres brûlent une partie de la vérité elle-même. Cette bibliothèque est mon véritable héritage. Pas les batailles que j'ai gagnées, pas les terres que j'ai gouvernées, mais ces livres que j'ai sauvés. Quand je mourrai, et je sens que ce jour approche, car je suis malade, je laisserai derrière moi cette lumière dans l'obscurité. À vous qui lirez ceci dans les siècles à venir, utilisez cette sagesse sagement, apprenez d'elle, enseignez-la, mais surtout continuez à la préserver, car tant qu'il y aura des livres, il y aura de l'espoir. Tant qu'il y aura du savoir, l'humanité ne sera jamais complètement perdue dans les ténèbres. Que Dieu bénisse cette œuvre et ceux qui la découvriront. Écrit de ma main, Louis, duc d'Anjou, en l'an de grâce 1383. Un silence total régnait dans la pièce quand Élise termina. Plusieurs personnes avaient les larmes aux yeux. « C'est, » dit le directeur de la Bibliothèque nationale, puis s'arrêta, incapable de trouver les mots. « C'est un testament de l'humanisme médiéval, » dit un des professeurs de la Sorbonne. « La preuve que la Renaissance a commencé bien avant que nous ne le pensions, portée par des hommes comme Louis qui croyaient à l'universalité du savoir. » Élise continua à tourner les pages du codex.
Après le testament personnel, venait un inventaire détaillé de la bibliothèque, chaque livre listé avec son titre, son auteur, sa langue et sa provenance. Puis un chapitre sur l'organisation de la bibliothèque et les méthodes de préservation utilisées. « Il a tout pensé », murmura Élise. 6 siècles avant que nous n'arrivions, il avait déjà planifié comment nous devions procéder. Dans le coffre étaient également d'autres trésors. Un sceau ducal en or, probablement utilisé par Louis lui-même pour authentifier les documents de la bibliothèque, des séries de médailles commémoratives, frappées pour célébrer des acquisitions importantes, et plusieurs lettres, de Charles V félicitant son frère pour son œuvre, d'érudits d'Italie et d'Espagne remerciant le duc pour sa protection de leurs manuscrits. Mais le plus émouvant était un petit objet trouvé au fond du coffre. Une simple plume d'oie montée sur un support d'argent avec une inscription « La plume qui a écrit la liberté ». C'était, selon une note attachée, la plume que Louis utilisait personnellement quand il écrivait ses commandes de manuscrits et ses lettres aux érudits. « Avec cette plume, lut Élise sur la note, j'ai combattu me guerre la plus importante, pas avec l'épée, mais avec l'encre. Pas en prenant des vies, mais en préservant des idées. Puisse-t-elle inspirer ceux qui viendront après moi à continuer ce combat noble. » Ce soir-là, une réception fut organisée au château pour célébrer la découverte. Le maire, le préfet, des représentants du gouvernement national et des universitaires de toute la France se rassemblèrent dans la grande salle. Beaumont prononça un discours, louant Élise et l'équipe pour leur travail méticuleux. Puis il invita Élise à dire quelques mots. Elle se leva, un peu nerveuse devant tant de monde, mais guidée par sa passion. « Ce que nous avons découvert sous la chapelle Notre-Dame des Ardillères, commença-t-elle, n'est pas simplement une collection de vieux livres, c'est un message du passé, un message d'espoir et de foi en notre capacité humaine de préserver la vérité. » Louis Ier d'Anjou et ses collaborateurs vivaient dans une époque troublée. Des guerres ravageaient l'Europe, la peste noire avait décimé la population, l'intolérance religieuse et intellectuelle était endémique. Il aurait été facile pour eux de désespérer, de se concentrer uniquement sur la survie immédiate. Au lieu de cela, ils ont choisi de penser à long terme. Ils ont consacré leur richesse et leur énergie à préserver le savoir pour des générations qu'ils ne verraient jamais. Ils ont cru, contre toute évidence de leur époque, que l'humanité méritait cette sagesse, que nous serions dignes de leur confiance. Aujourd'hui, nous prouvons qu'ils avaient raison. Nous honorerons leur héritage en étudiant ces textes, en les partageant avec le monde et en continuant leur mission de préservation culturelle. La grande bibliothèque cachée nous enseigne quelque chose de vital, que les actes de préservation culturelle sont des actes d'espoir, que choisir de sauvegarder le savoir pour l'avenir est un acte de foi dans cet avenir, et que cette foi, maintenue à travers les siècles, peut transformer le monde. Les applaudissements furent chaleureux et prolongés. Plus tard dans la soirée, alors que la réception se poursuivait, Élise se glissa dehors pour prendre l'air. Elle se tint sur le rempart du château, regardant la Loire scintiller sous les étoiles. Marianne la rejoignit. « Vous avez fait un beau discours, » dit Marianne. « Merci, » Élise sourit. « Mais les vraies étoiles sont Louis et ses collaborateurs. Je ne suis que celle qui a eu la chance de trouver ce qu'ils ont laissé. » « Ce n'est pas que de la chance, » dit Marianne. « C'était votre expertise, votre dévouement, votre intuition. Sans vous, ces livres seraient toujours dans le noir. » Elles restèrent en silence pendant un moment, contemplant la vallée. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda Marianne. « Continuez le travail, » répondit Élise. « Mon contrat de 6 mois n'est plus suffisant. J'ai parlé à Beaumont. Nous allons établir un projet de recherche à long terme. Je vais diriger le catalogage et l'étude de la bibliothèque. Cela prendra des années, peut-être une carrière entière, mais c'est l'œuvre de ma vie maintenant. »« Je suis heureuse de l'entendre, » dit Marianne. « Saumur sera votre maison. »« Oui, » dit Élise, sentant une paix profonde l'envahir. « Oui, je crois que ce le sera. » Épilogue, l'héritage vivant. 6 mois plus tard. Le centre d'études de la bibliothèque ducale de Saumur ouvrit ses portes dans une aile restaurée du château. Élise Moreau en était la directrice.
Une équipe de 10 conservateurs et 15 chercheurs de diverses universités françaises et européennes y travaillaient. La nouvelle de la découverte s'était répandue dans le monde académique. Des demandes affluaient de savants du monde entier pour étudier les manuscrits. Un programme de numérisation systématique avait été mis en place, créant des copies haute résolution qui seraient partagées avec des institutions académiques globales. Les premiers résultats étaient déjà révolutionnaires. Un manuscrit contenant une traduction arabe complète de textes d'Aristote précédemment perdus avait provoqué l'excitation parmi les philosophes. Un traité médical médiéval révélait des connaissances sur les maladies infectieuses qui surprenaient même les historiens de la médecine moderne. Une collection de poésie hébraïque médiévale enrichissait la compréhension de la littérature séfarade. Mais au-delà de la valeur académique, la bibliothèque ducale était devenue un symbole de l'importance de la préservation culturelle, de la tolérance intellectuelle et de la foi dans l'avenir. Un après-midi de juin, Élise donnait une visite guidée à un groupe de lycéens de Saumur. Elle les conduisit d'abord dans la salle d'exposition, où des reproductions de quelqu'un des plus beaux manuscrits étaient affichées. La grande bibliothèque cachée nous montre que même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, il y a toujours eu des gens qui croyaient dans la lumière. Les ducs d'Anjou ont risqué beaucoup pour préserver ce savoir. Ils n'ont pas cherché la gloire immédiate. Dans le fait, ils ont gardé leur œuvre secrète. Ils ont travaillé pour vous, pour les générations futures. Mais pourquoi tout ce secret ? Demanda une étudiante. Pourquoi ne pas juste créer une bibliothèque normale ? Bonne question, dit Élise. À l'époque médiévale, certaines idées étaient considérées comme dangereuses. La philosophie grecque pouvait être vue comme païenne. La science arabe était suspecte parce qu'elle venait des musulmans. Les textes juifs étaient interdits dans de nombreux endroits. Les ducs d'Anjou croyaient que toute connaissance avait de la valeur, quelle que soit son origine. Mais ils savaient que cette croyance était controversée. Alors ils ont préservé ces textes en secret, en attendant un temps plus tolérant. « Et ce temps est arrivé ?» demanda un autre étudiant. Élise sourit. « Oui, je crois que oui. Nous vivons dans une époque où nous pouvons célébrer la diversité intellectuelle, où nous pouvons apprendre de toutes les cultures et traditions sans peur. C'est le monde dont Louis Ier rêvait. » Elle les conduisit ensuite au château, puis à la chapelle Notre-Dame des Ardiliers, où un petit musée avait été établi racontant l'histoire de la découverte. Dans la sacristie, le puits d'accès original avait été préservé et vitré, permettant aux visiteurs de regarder dans les profondeurs vers la bibliothèque souterraine. La bibliothèque elle-même restait fermée au public. L'environnement contrôlé était nécessaire pour préserver les manuscrits, mais des caméras diffusaient des images en direct des salles sur des écrans. Les étudiants s'émerveillèrent en voyant les rangées d'étagères de pierre, les coffres anciens, les pupitres de lecture. « C'est comme une machine à voyager dans le temps », dit un des garçons. C'est exactement ce que c'est. Ces livres sont des messagers du passé, portant la sagesse de civilisations anciennes jusqu'à nous. Et maintenant, c'est notre responsabilité de transmettre ce message au futur. Ce soir-là, seule dans son bureau au château, Élise travaillait sur son catalogue. Elle en était maintenant au volume numéro 753, un traité d'astronomie arabe avec des diagrammes magnifiquement dessinés des mouvements planétaires. Elle s'arrêta pour étirer ses épaules et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait sur la Loire, peignant le ciel en nuances d'or et de rose. Le château projetait une longue ombre sur la vallée. Elle pensa à Louis Ier, qui avait dû regarder ce même coucher de soleil 6 siècles et demi auparavant, qui avait eu sa vision et avait travaillé pour la réaliser, qui avait cru dans un futur qu'il ne verrait jamais. « Merci », murmura-t-elle comme elle le faisait souvent maintenant. « Merci pour votre foi en nous. Nous ne vous décevrons pas. » Sur son bureau se trouvait une reproduction de la plume de Louis, la plume qui avait écrit la liberté. À côté d'elle, Élise avait placé sa propre plume, un cadeau de Beaumont quand elle avait accepté la direction du centre. 2 plumes, séparées par 6 siècles, unies par la même mission, préserver le savoir, honorer la sagesse et transmettre la lumière. Élise reprit son travail, cataloguant l'héritage des ducs d'Anjou, volume après précieux volume, partageant avec le monde le trésor qui avait attendu si longtemps dans l'obscurité. La grande bibliothèque cachée n'était plus cachée.
Son secret était révélé, son message délivré, et ce message résonnait maintenant plus fort que jamais, que le savoir vaut la peine d'être préservé, que la tolérance intellectuelle enrichit notre humanité et que la foi en l'avenir peut transcender les siècles. L'héritage de Louis Ier d'Anjou, Duke and Scholar, Warrior and Bibliophile, vivait, et il vivrait aussi longtemps qu'il y aurait des gens comme Élise pour chérir et partager la sagesse qu'il avait si soigneusement sauvegardée. Dans la crypte sous la chapelle, dans les salles taillées dans le tuffeau blanc de la Loire, 2000 volumes attendaient patiemment d'être étudiés, lus, compris. Ils avaient attendu 6 siècles, ils pouvaient attendre un peu plus, car maintenant, leur temps était venu. L'obscurité avait cédé à la lumière, le secret était devenu révélation. Et la foi de Louis Ier en l'avenir était enfin pleinement justifiée. Fin. Note de l'auteur. Cette histoire, bien que fictionnelle, s'inspire de véritables efforts historiques de préservation culturelle pendant le Moyen-Âge. Les ducs d'Anjou étaient réellement de grands mécènes des arts et des lettres. Le château de Saumur existe bien et est un magnifique exemple d'architecture médiévale française. La chapelle Notre-Dame des Ardiliers est un vrai sanctuaire de pèlerinage et l'ermitage de Sainte-Radegonde existe également comme site troglodytique historique. L'esprit de cette histoire, l'idée que des nobles médiévaux auraient pu travailler à préserver le savoir de diverses cultures, reflète des efforts historiques réels. Les monastères médiévaux préservaient des manuscrits classiques, les cours islamiques d'Espagne et du Moyen-Orient traduisaient et commentaient des textes grecs et romains, des écartiers juifs maintenaient des traditions intellectuelles à travers l'Europe. Que cette histoire serve de rappel que la préservation culturelle est toujours importante, que la tolérance intellectuelle enrichit nos sociétés et que les choix que nous faisons aujourd'hui chaffonneront le monde de demain, tout comme les choix de nos ancêtres ont chaffonné le nôtre.